Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons attaquer l'étude des espèces qui sont des composés ioniques et on va étudier qu'est-ce qui arrive aux solutions dans lesquelles on a dissous des sels, c'est-à-dire des composés ioniques. Nous sommes dans le livre de Madame Tournier à la page 78, à la section 2.7 et dans notre cahier de notes, nous sommes à la page 87, 88 et 89. La page 87 est une page blanche, donc vous pouvez vous en servir si vous décidez de écrire des notes. Par exemple, jusqu'à maintenant, nous avons étudié des espèces qui sont qu'on appelle des composés moléculaires. Donc, par exemple, HNO3 ou HCl, lorsqu'on les place dans l'eau, eh bien, on les fait réagir en se disant que ceci est un acide, on donne un H plus à l'eau, et donc on obtient du H3O+. Pour l'eau qui a gagné un H+, et du Cl- pour HCl ou HNO3 qui ont perdu, par exemple, NO3- ont perdu un H+. Les espèces qu'on a placées dans l'eau, ici à gauche, dans les réactifs, sont des composés covalents. Pas des composés covalents, mais des composés moléculaires. Donc, ils forment des petites molécules. Il y a le HCl, il y a une liaison covalente entre le H et le Cl. Lorsqu'on les place dans l'eau, il y a une réaction chimique qui brise ce lien-là. Ce ne sont pas deux ions. Ce ne sont pas les ions H+, et Cl- qui sont associés ensemble dans une liaison ionique. Donc, ce n'est pas le portrait de HCl. Maintenant, on va étudier qu'est-ce qui arrive si on met un composé qui est ionique, c'est-à-dire un cation et un anion dans l'eau. On va regarder qu'est-ce qui se passe. Alors, en premier lieu, allons voir. Je suis présentement ici à la page 87. La section 2.7, les sels en solution. Les sels sont des composés ioniques qui ne sont ni des oxydes, par exemple le CaO, donc un oxyde de calcium, ni des hydroxydes, par exemple le CaOH deux fois, puisque c'est du Ca2+, ça prend 2 OH- pour pouvoir compenser la charge. Le NaOH fait partie des hydroxydes de métaux et le Na2O serait l'oxyde de sodium. On va reconnaître les composés ioniques parce qu'à l'intérieur, il va y avoir un métal, soit un alcalin ou un alcalino-terreux, de nombre d'oxydation plus petit que 3. Par exemple, ici, c'est plus 1 pour l'alcalin et plus 2 pour l'alcalino-terreux. Lorsqu'on les met en solution, ces sels-là ou ces composés ioniques-là, ce sont des synonymes, eh bien, on va séparer les ions, un cation et un anion, et chacun des deux peut avoir ses propriétés propres dans l'eau. Et donc, au lieu d'avoir une seule espèce, on va en avoir deux à se préoccuper. Il va y avoir 5 cas qui sont très très faciles. On a toujours la même procédure pour les régler. Allons-y avec la section 2.7.1, la première catégorie, où le cation est sans action et où l'anion est sans action aussi. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ça, 2 sans action? Regardez bien. On prend une solution de NaClO4 à 0,050 mol par décimètre cube à 50 degrés Celsius. Lorsqu'on a pris du NaClO4 solide, les composés ioniques sont très souvent des solides. Lorsqu'on a pris du NaClO4 solide et qu'on l'a dissous dans beaucoup de molécules d'eau liquide, eh bien la réaction se fait à 100%. C'est une dissolution. Ce n'est pas une réaction chimique, c'est une dissociation des ions, c'est une dissolution du sel dans l'eau. Ce qu'on a, eh bien, ce sont les ions Na+, entourés de molécules d'eau, donc aqueux, et l'ion ClO4- aqueux, c'est-à-dire entouré de molécules d'eau. Ici, et seulement ici, on va mettre les phases. Donc les phases sont importantes. À l'examen, je vais vouloir les voir. Solide, liquide, le N aussi est super important, aqueux pour les deux ions. Ici, lorsqu'on va écrire la réaction de chacun des ions dans l'eau, on n'aura pas besoin d'écrire les phases. Maintenant, avant de pouvoir écrire leur réaction dans l'eau, on va se poser la question, Na+, et ClO4-, quelle sorte d'espèces sont-ils? Eh bien, Na+, si on va voir dans le tableau de la page 60-61, Na+, on le retrouve dans les ions qui sont sans action. Et le ClO4, même chose, c'est un ion qui est sans action. Si les deux sont sans action, les ions ne réagissent pas avec l'eau. Et donc, il n'y a aucune réaction des ions. Aucune réaction avec l'eau. Et donc, ça revient à dire que quand je mets du NaClO4 dans l'eau, tout ce qui se passe, c'est une dissolution du sel en deux ions qui sont entourés de molécules d'eau. Et c'est tout.
Le pH de l'eau ne change pas. Le nombre de H3+, et de OH- n'est pas changé, n'est pas modifié. Ainsi, on pourrait dire que les espèces prépondérantes sont quoi? Eh bien, sont les ions en présence. Parce que cette réaction-là se fait à 100%, tout ce qui reste, 0 de lui, et la totalité de ce qu'on avait au départ de sel, c'est dissous en ions. Et donc, les espèces prépondérantes sont les deux ions, le Na+, je vais l'écrire en noir, le Na+, et le ClO4-. Maintenant, leur concentration. La concentration de cette espèce-là va être de 0,050 molaires, donc mol par décimètre cube. Même chose pour lui, 0,050 molaires. Parce que c'est la dissolution complète, la transformation complète du NaClO4 qui génère ces deux-là. Les espèces en concentration minime vont être forcément H3+, H3+, et OH-, tous les deux en concentration de 10-7 molaires, parce que ils proviennent de la dissociation de l'eau à 25 degrés Celsius. Le pH, si nos deux espèces sont sans action, va rester neutre, ne changera pas. Et donc, on va le trouver autour de 7. C'est rare que les deux vont être des sans action, mais un exemple concret, vous irez à la maison et vous mettrez du NaCl dans votre eau et vous mesurez le pH. Vous pouvez le mesurer de différentes façons, mais si vous le mesurez, vous allez voir que le Na+, et le Cl-, tous les deux, d'après notre tableau de la page 60, 61, les deux sont sans action et donc elles ne changent pas le pH de l'eau. Il faut juste donner un bon petit goût salé. Le 2.7.2 est une section où on parle d'un cas, où le cation, le cation est un acide et où l'anion est sans action. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on va prendre par exemple le CH3NH3Cl. Lorsqu'on dissout le CH3NH3Cl solide dans NH2O liquide, on obtient du CH3NH3 plus du Cl-. Le Cl-, lui, c'est un quoi? Eh bien, si on va dans le tableau, page 60-61 encore, 60-61, lui, c'est un sans action. Un SA pour les intimes. Et lui, c'est un acide faible. Un A petit f pour les intimes. Si c'est un acide faible qui est avec un sans action, le sans action, on l'oublie. Il va être dans les espèces prépondérantes, parce que Cl-, c'est sans action, il ne réagira pas, donc il va être très présent. Mais on va prendre l'acide faible, le NH3+, et on va le faire réagir avec de l'eau. Ça va donner quoi? Ça va donner du H3O+, plus du CH3NH2. L'acide a perdu un H, l'eau a gagné le H+. Maintenant, quelle est la constante d'équilibre de cette réaction-là? Eh bien, on va aller voir dans le tableau à la page 60-61, et on s'aperçoit que la constante d'acidité de cette espèce-là, l'espèce de départ, c'est 2,0 fois 10 à la moins 11 molaires. On s'entend que c'est un acide très faible, si la constante d'équilibre est de 10 à la moins 11. Faisons le tableau complet. La concentration initiale est de 0,20 molaires. Ça c'est initial. On va en perdre une certaine quantité dans la ligne réaction. Il n'y en a pas de CH3NH2 au début, et il y en a environ 10 à la moins 7, ce qui est environ 0 de H3O+, provenant de l'auto-ionisation de l'eau. Si j'en perds une, j'en gagne une. Même chose pour le CH3NH2. À l'équilibre, je vais donc avoir 0,20 moins x, x et x. À ce moment-là, qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien, si on fait le calcul, avec la constante d'acidité est égale à concentration de H3O+, concentration de CH3NH2, sur concentration de CH3NH3+, je vais avoir, si je fais tout le calcul, est égal à 2,0 fois 10 moins 11 molaires, un X qui est égal à 2,0 fois 10 à la moins 6 molaires. On se rend très rapidement compte que cette valeur-là est totalement négligeable ici. Beaucoup plus petite que le 0,20. Ici, on pourrait la négliger. Si on fait le calcul jusqu'au long, le X nous donne la concentration des H3+, 10 à la moins 6. On obtient quelque chose qui a un pH qui va être acide. Maintenant, complétons le tableau à droite. L'espèce prépondérante,
c'est les espèces qui sont ici, le sans-action qui ne réagit pas avec l'eau, et l'acide faible qui réagit tellement que la valeur qui réagit est de 10 à la moins 6. Donc, CH3, NH3+. Je vous l'avais déjà dit, lorsqu'on a un faible, soit un acide ou une base faible, ce sont ces espèces-là qui sont les espèces prépondérantes. Les espèces en concentration très faible vont être, eh bien, H3O+, et CH3NH2. Pourquoi? Parce qu'il y en a quand même 10 à la moins 6 qui est formé. Et les espèces en concentration minime, eh bien, si c'est un acide qu'on met dans l'eau, on va former un pH acide, et donc les OH- vont être en concentration très minime. Le pH qu'on va mesurer, il va être inférieur à 7. On pourrait le trouver à 5,70 si vous décidez de convertir ça ici en pH. Et le pH va donc être acide, ça c'est sûr. Vous ferez le calcul, voir si vous arrivez à la même réponse que moi. Allons voir qu'est-ce qui se passe si, à ce moment-là, on prend un autre. Par exemple, à la section 2.7.3, où le cation est sans action et l'anion est une base faible. Les cations, très souvent, vont être des acides. Et les bases faibles, ou les anions, pardon, vont très souvent être des bases. Ça va souvent être comme ça. Dans notre cas ici, du CH3CONA, vous allez l'utiliser au laboratoire pour créer une solution tampon. Première réaction qu'on fait, c'est la dissociation totale du sel. Alors on place les phases solides, plus un certain nombre de moles d'eau qu'on ne connaît pas, qui est liquide l'eau. Je vais vous enlever des points si jamais vous ne l'écrivez pas, parce que pour la dissociation, je le veux. La réaction se fait, non pas à l'équilibre, mais à 100%, pour donner du CH3COO- et du Na+. Toutes les deux sont des espèces entourées de molécules d'eau, donc aqueuses. Voilà comme ça. On se rend compte que ceci est une base faible si on regarde dans le tableau page 361 et que son KB est égal à 6,0 fois 10 à la moins 10. 6,3, pardon. Fois 10 à la moins 10. Le Na+, c'est un sans-action. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le CH3COO-, qui est la seule espèce qui a de l'action, et on va la faire agir en tant que base faible dans l'eau, dans une réaction où on va pouvoir créer les ions OH- et le CH3COH. On gagne un H+, on perd un H+. Très rapidement, on n'a pas besoin de faire le calcul, quoi que ce soit. On peut dire que les espèces prédominantes, ou prépondérantes, pardon, sont, encore une fois, le CH3CO-, parce qu'il est formé entièrement dans la première réaction, mais il ne réagit que très peu dans la deuxième. Et il y a les Na+, qui, eux, ne réagissent pas dans la deuxième. Concentration faible, eh bien, il va y avoir un tout petit peu de CH3COH et un tout petit peu de OH- quand même formé. Et en quantité minime, eh bien, les H3O+, puisqu'on est en solution basique, ne seront pas très présents. Le pH sera donc basique parce qu'on a mis une base dans l'eau. Une base faible. Si on le calcule, le pH donne 8,55. Avec la concentration initiale, si on faisait le calcul au complet. Il va y avoir des situations spéciales. Par exemple, ici, là, on faisait la section 2.7.3, la section 2.7.4, qui est la suivante. Là, vous changez ici le petit chiffre que j'avais écrit, là, le 2.7.5, je m'étais trompé, c'est le 2.7.4. On a un cation qui est un acide faible et on a une base faible comme anion. On a deux choses. Regardez, le NH4CN, c'en est un exemple. Le NH4CN, si on le dissout au complet dans NH2O liquide, ça donne NH4+, et CN-, tous les deux aqueux. Le NH4+, est un acide faible. Sa constante d'acidité est de 5,9 fois 10 moins 10 molaires. Et le CN-, un KB de 1,7 fois 10 moins 5 molaires. Toujours à la page 60-61. J'invente rien. Laquelle des deux espèces est la plus forte dans son domaine d'activité? Par exemple, la base. La base, elle a un KB de 10 à la moins 5. L'acide a un Ka de 10 à la moins 10. Mais la base, à 10-5, est une base quand même assez forte, faible, mais quand même 10-5, tandis que l'acide, il est un acide, mais faible, faible, faible.
10 à la moins 10. Et donc, quand on va les mettre, ces deux ions-là, en solution, quand ils vont arriver, la base va probablement agir directement sur l'eau, tandis que l'acide, lui, est vraiment faible, ne réagira pas avec l'eau. Qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça donne que si le Kb est plus grand que le Ka, le Kb va influencer le pH de l'eau, et le pH va être basique. Si le pH est basique, eh bien, on pourrait calculer la quantité grâce au Kb de base qui est créé. Un autre exemple où on doit regarder les deux espèces qui sont dans l'eau, c'est le 2.7.5, la section où les ions peuvent agir dans les deux directions, c'est-à-dire être une base ou un acide. Le NaHCO3 est un exemple comme ça. Le NaHCO3, du bicarbonate de soude, la petite vache pour les intimes, si on en prend une quantité solide, on la dissout dans l'eau liquide à 100%, ça donne Na+, et HCO3-. Le Na+, est à queue, le HCO3- aussi. Le Na+, est un sans action et HCO3- peut être les deux. Le HCO3- est une base faible avec un Kb de 2,58 fois 10 à la moins 8 et un Ka de 5,0 fois 10 à la moins 11. Dans ce cas-là, le HCO3- peut être soit une base ou soit un acide, mais il est plus fort comme base, et donc le pH va être influencé parce que le HCO3- va agir sur l'eau pour créer des ions OH- et du CO3-2-. Du HCO3, pardon, H2CO3. La base gagne un H+, et l'acide perd un H+. Le pH va donc être influencé par la quantité de OH- nouvellement créée, donc le pH va devenir basique. Quelles vont être les espèces prépondérantes? Eh bien, vous le savez maintenant, le sans-action va être une espèce prépondérante, mais le HCO3- aussi, même s'il peut réagir comme acide ou base, ne réagit que très peu. Les constantes d'équilibre sont très faibles, et donc, elles sont des espèces prépondérantes. Dans le numéro précédent, j'avais oublié de le mentionner, mais les deux espèces, NH4+, et CN-, sont des espèces prépondérantes, parce qu'elles ne réagissent que très très peu. Alors, quand on va avoir un sel, finalement, la solution, c'est juste de le dissoudre dans l'eau. On regarde quels deux ions ça donne, si c'est un acide ou une base, et on fait réagir le plus réactif des deux, ou les deux, si les deux sont réactifs de la même façon, sur la solution. Très souvent, à 99% du temps, il va y en avoir un seul des deux qui va réagir. Parfois, il n'y en aura aucun, mais concentrez-vous sur celui qui a une action la plus forte dans l'eau pour pouvoir continuer vos calculs. À bientôt.